Bonjour, je m'appelle Joanne Pelletier. Je suis infirmière pivot en neuro-oncologie depuis maintenant 12 ans. Euh, mon, mon parcours, j'ai fait mes études, ma technique en soins infirmiers. Après un peu plus de 10 ans de pratique, je suis retournée à l'université faire mon baccalauréat que j'ai obtenu en 2006 et ce qui m'a permis d'avoir le poste que j'ai présentement. Le rôle de l'infirmière pivot, c'est un intervenant qui est facilement accessible pour le patient et sa famille, qui sert vraiment à bien évaluer la situation, référer aux bons intervenants, aux besoins là, du réseau. Tout ça, là, c'est vraiment une ressource facilement accessible. Puis c'est un rôle qui vient, dans le fond, d'une étude qui a été faite par le ministère de la Santé dans la fin des années 1990, début 2000, où en sondant la population atteinte de cancer, ils se sont aperçus qu'il y avait un gros manque quand les patients étaient dans la communauté. À l'hôpital, ça va toujours bien, mais c'est quand ils revenaient à la maison. C'est un parcours de soins qui n'est pas facile. C'est ardu comme traitement, puis tout ça. Puis, avec les effets secondaires que ça engendre, ben, cette population-là ne savait pas trop où se référer, qui appeler, puis tout ça. Fait que c'est là qu'est né le rôle de l'infirmière pivot. Puis l'infirmière a été mise en place parce que c'est la seule qui peut faire une évaluation biopsychosociale. L'ATS ne peut pas aller évaluer les symptômes physiques, tandis que nous, on peut faire vraiment une bonne évaluation et par la suite référer aux intervenants spécifiques comme la travailleuse sociale, psychologue ou autre, là, mais c'est vraiment pour ça que c'est l'infirmière qui a été ciblée là, pour ce rôle-là. La journée typique, ben, ça tourne dans le fond autour des 4 grands rôles de l'infirmière pivot, qui est l'évaluation, l'enseignement, le soutien et la coordination. Fait que toute notre journée va être basée à répondre à ces fonctions-là. Ça se passe beaucoup par téléphone. Les patients vont nous appeler pour un symptôme. Fait que là, on va évaluer le symptôme, référer au médecin si besoin ou à l'urgence. Mais idéalement, on essaie d'éviter que le patient se retrouve à l'urgence. Fait qu'on va tout mettre en place pour faire en sorte qu'il aboutisse pas là, mais ça se pourrait qu'au bout du compte, c'est la seule solution qu'on a. Mais c'est vraiment là, d'évaluer. On va voir le patient en début à l'annonce du diagnostic, où ce qu'on va faire vraiment notre grande évaluation globale, biopsychosociale, qui va nous permettre de bien connaître le patient. Puis, on a un formulaire, un ODD qu'on appelle où ce que le patient peut aller cocher vraiment c'est quoi ses préoccupations, qui des fois d'emblée ne le sortiront pas devant nous par gêne, tout ça, entre autres. On a comme critère la sexualité. Ben, c'est rare qu'un patient va nous dire d'emblée que c'est quelque chose qui l'inquiète. En l'ayant coché, ben nous, après ça, on revient avec lui sur cette évaluation-là, puis ça nous permet d'ouvrir le dialogue sur des choses que des fois, d'emblée, ça ne serait pas sorti. La coordination, comme je disais, le soutien. Puis si jamais le soutien qu'on offre n'est pas suffisant, ben on va lui offrir la psychologue, l'accompagnateur de vie spirituelle. Ouais. Fait que c'est un peu que la journée typique n'est pas cannée dans le sens où ça peut varier, ça peut tourner sur un dixaine, dépendamment des appels qu'on a. Ben, un appel peut engendrer beaucoup d'autres appels, beaucoup d'autres interventions que des fois ça se règle en 5 minutes, mais des fois on peut passer une demi-journée juste sur un appel. Fait qu'il faut être très flexible, savoir se revirer sur un dizaine, puis être capable de prendre... c'est ça, c'est un peu la journée d'une IPO, c'est ça. Puis dépendamment des sites aussi, il y en a qui vont aller les voir en salle de traitement, où les gens reçoivent leur chimio intraveineuse. Dans mon cas, il n'y a pas vraiment de chimio intraveineuse, fait que c'est des gens qui vont prendre leur chimio à la maison. Que c'est sûr, la journée ou le suivi d'un patient est teinté par le site. Fait que dépendamment si on a un cancer du poumon, du sein ou du cerveau, ça va teinter un peu le suivi qu'on fait, mais nos 4 rôles restent toujours les mêmes, mais modulés selon le site atteint. Moi, j'ai un baccalauréat. Ça prend un baccalauréat pour faire le rôle d'infirmière pivot. Par la suite, lorsqu'on obtient un poste, on a une formation initiale de l'infirmière pivot qui dure environ, maintenant c'est en ligne, c'est une vingtaine d'heures de capsules à écouter.
qui vont aller de la carcinogénèse, c'est la pratique en oncologie, la pratique téléphonique, parce qu'évaluer un symptôme par téléphone, puis quand on a le patient devant nous, c'est deux mondes. On va voir les différents sites tumoraux, la gestion de symptômes. Fait qu'il y a plusieurs volets comme ça qu'on a à écouter en ligne. Puis par la suite, il y a un webinaire où ce que les gens se réunissent. Puis fait que ça complète. Il est fortement aussi recommandé de faire la certification en oncologie de l'Association des infirmières et infirmiers canadiennes, que moi j'ai fait en 2008, que j'ai renouvelé en 2013 et que là je vais renouveler en 2015. La première fois qu'on le fait, c'est un gros examen. Ce qu'il faut étudier, c'est tout. Dans le fond, on est évalué, on est questionné sur tous les types de cancers, autant pédiatriques et tout ça. Puis un coup qu'on l'a, c'est vraiment avec la formation continue. On doit faire 100 heures de formation continue sur 5 ans. C'est un peu pour se tenir à jour, parce que ça change beaucoup en cancérologie. Beaucoup de nouveaux traitements qui vont nous amener aussi à voir un peu différemment la gestion des symptômes et tout ça, entre autres avec l'arrivée de l'immunothérapie qu'on a de plus en plus dans certains sites. C'est pas les mêmes symptômes, puis les symptômes peuvent être à retardement comparativement avec la chimiothérapie. En médecine, surtout en cancer, il faut toujours se mettre à jour, puis on se fait toujours surprendre par les patients qui nous arrivent avec une étude quelconque, on ne sait pas du tout d'où ça vient, puis tout ça, mais c'est sûr, quand on est atteint, on fouille beaucoup, fait que il faut creuser de notre côté aussi, puis avec notre équipe médicale, ça aide aussi. L'autonomie que le rôle apporte, c'est vraiment ce que j'aime le plus, puis le sentiment de satisfaction de voir qu'on fait une petite différence auprès, tu sais, c'est une petite chose qu'on va faire auprès de la personne. Pour elle, c'est vraiment, on a tout de suite une gratification ou une réponse au geste qu'on a posé. Puis autant quand ça fait pas leur affaire. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, l'interaction directe, je trouve, là, qu'on a. Là, ça, c'est très... c'est ce que j'aime le plus. Puis le fait de pouvoir jouer mon rôle aussi d'advocacy auprès du patient, j'aime ça, tu sais, d'aller défendre. Parce que des fois, devant le médecin, il n'osera pas dire certaines choses. Nous, on les reprend par après. Puis là, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des affaires qui n'avaient pas discutées. Puis là, fait que des fois, on va aller rediscuter avec le médecin de ce qu'on a comme nouvelle information. Puis ça peut changer des fois le plan de traitement du patient. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime. L'avenir de l'IPO, c'est sûr que déjà présentement, il y a des travaux qui sont faits là, pour avoir des critères de référence à l'infirmière pivot. Lorsque ça a été mis en place, c'était un diagnostic de cancer égalé infirmière pivot. Ça ne pourra plus être ça parce qu'il y a trop... ça en demande énormément, puis ils ne seront pas en mesure de mettre tous les intervenants nécessaires pour combler tous les besoins. Maintenant, ça va être plus ciblé, puis ça va être plus les patients qui ont vraiment des gros besoins avec des comorbidités, que les critères là, pour avoir accès à l'infirmière pivot là, vont être plus pointus. On va mettre un petit... comment on appelle ça? Je cherche mon mot, mais un entonnoir dans le fond. Il est revenu. Mais c'est ça, c'est un peu ça, là, fait que c'est... ouais. Je travaille beaucoup dans mon site avec les médecins, c'est sûr, c'est les neurochirurgiens, les neuro-oncologues, les hématologues, travailleurs sociaux, psychologues. Je travaille aussi, pas directement, mais je vais référer au CLSC beaucoup les patients, fait que c'est des références souvent qu'on va faire à l'équipe soins palliatifs. Des fois soutien à domicile, mais c'est plutôt rare. Dépendamment des sites aussi, ça peut peut-être varier un peu, mais dans mon site à moi, c'est beaucoup plus avec l'équipe de soins pal que je vais référer au CLSC, que c'est un peu tous les intervenants. Puis quand que je réfère au CLSC, il y a une période où c'est comme un suivi conjoint, parce que le patient, des fois, il va moins bien, mais il est encore en traitement actif. Fait que je reste un peu, excuse-moi, dans le champ, tu sais, je peux pas complètement m'effacer parce que si le patient il a un problème, un symptôme, puis tout ça, il va m'appeler moi pour que je puisse faire le lien avec l'équipe. Après ça, je reviens puis je fais le suivi avec
le CLSC pour les mettre à jour, puis qu'ils soient au courant de qu'est-ce qu'ils doivent surveiller maintenant. Fait que c'est un peu avec ces gens-là que je travaille le plus. Il faut une grande autonomie. C'est sûr et certain, il faut. Parce qu'il n'y a personne, c'est pas comme à l'étage où on a un peu notre journée préétablie, à telle heure tu fais, c'est comme une petite routine. Ici, tu n'en as pas. Fait qu'il faut que tu sois autonome parce que c'est toi qui fais ta journée, qui va être dérangée. Il faut que tu sois en mesure de prioriser aussi, selon les appels. Bon, ben lui, il est plus prioritaire que l'autre, puis etc. Sans compter qu'il y en a des fois qui nous arrivent. Fait que l'autonomie est importante. Il faut être en mesure aussi de mettre ses limites, ce qui n'est pas toujours facile, parce que dépendamment qui nous interpelle, ben, il faut être en mesure de dire, ben, malheureusement, ça, c'est pas dans mon champ de pratique. Ça serait plus à un autre, que des fois, ben, ça peut être confrontant puis difficile à faire. Fait que une bonne écoute, communication, puis tout ça, puis développer aussi le senti, autant le savoir-être que le savoir-faire est important. T'sais, les silences, des fois, il y en a, puis il faut être en mesure de bien d'être capable de vivre cette période-là. Fait que c'est un peu ça, là, les prérequis. Ben, je viens d'en parler un petit peu, j'ai comme chevauché les deux questions, mais effectivement, c'est le savoir-être, le savoir-faire. La communication est importante, c'est sûr, c'est des qualités. Puis être autonome, ça revient tout le temps, mais c'est vraiment, là, c'est la clé, là, parce que sinon, si on reste assis à notre bureau, ben oui, les journées vont être longues. Fait qu'il faut être vraiment, on fait notre travail, entre guillemets, là, c'est un peu ça, là, mais avec tous les impondérables qui nous arrivent. On fait pas de recherche. De l'enseignement, on en fait parce qu'on a des étudiantes aussi à l'université qui viennent. Puis je fais de l'enseignement aussi des fois auprès des pairs. On a fait à un moment donné aussi auprès des patients, mais ça a comme tombé à l'eau via notre groupe de soutien. Mais c'est beaucoup envers les pairs, là. On va faire de la formation. Des fois, on est sollicité pour, dépendamment de nos sites, là, pour justement, les gens veulent avoir un petit peu plus d'informations. Puis, oui, de l'enseignement. Puis avec nos universitaires, bien, c'est certain, ils viennent passer 10 à 13 jours avec nous. Fait que, ouais. Merci beaucoup.